allons enchaîner avec l'intervention de Guillaume Cabanac sur les indicateurs alternatifs, les altmétriques. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Plus particulièrement à l'IUT d'informatique, j'enseigne les bases de données. Donc c'est un peu lié avec la thématique d'aujourd'hui. Et au niveau de mon activité de recherche, elle est centrée sur les moteurs de recherche et aussi sur un autre aspect qui est la scientométrie. Mais pas tant la scientométrie à but d'évaluation, c'est plutôt la scientométrie descriptive, voire analytique, donc en lien plutôt avec des sociologues des sciences. Et ici, on m'a demandé de parler des altmétriques, donc qui permettent d'estimer un engouement supposé pour la recherche qu'on pourrait trouver au sein des médias sociaux ou sur la presse grand public. Donc c'est une perspective vraiment complémentaire par rapport à l'exposé de Manuel à mon avis. Et pour commencer en prenant un tout petit peu de recul, je vais vous poser une question. D'après vous, puisqu'on a parlé de publication depuis un petit moment, depuis quand publie-t-on dans des journaux scientifiques ? Vous avez des papiers, je vous vois noter, vous pouvez noter une réponse estimée. D'après vous, où le premier journal scientifique a-t-il été instauré ? D'après vous, si vous connaissez les altmétriques, depuis quand il y a cette mode d'altmétriques et qui a sorti ça dans quel pays ? Il y a quelques astuces dans ton talk. Donc je ne sais pas ce que vous vous dites en ce moment, mais je pense que c'est une question assez importante en fait. Depuis quand publie-t-on dans des journaux ? Depuis quand communique-t-on grâce aux journaux ? En fait, cette année, on fête un anniversaire, ça fait 350 ans que les scientifiques communiquent via des journaux. Et c'est en France que le premier journal a été initié, le journal des savants qu'on voit sur la gauche. Donc il y a quelques controverses avec des scientifiques du Royaume-Uni qui disent que non, c'est nous qui avons instauré le premier journal parce que le journal des savants c'était plutôt un recueil de lettres, c'était pas encore un journal formalisé. Bon. Peu importe, ce qui m'intéresse ici c'est qu'il faut voir ça sur le temps long depuis des siècles maintenant. On publie dans des journaux, on va lire des journaux quand on est chercheur, on va les référencer et c'est de cette façon qu'on communique la science. Par contre, les altmétriques, donc ce petit terme à la mode là, ça fait uniquement depuis 2010 que c'est sorti de la tête d'un thésard qui a créé ensuite une start-up pour calculer ces altmétriques. Donc peut-être qu'il faut garder ça en tête pour analyser la suite. Mon plan ici, en fait, je vais filer une métaphore, c'est celle du geyser. C'est l'image que vous voyez là. Donc, de mon point de vue, les altmétriques, c'est comme un geyser. On connaissait la visibilité des travaux scientifiques via l'analyse des citations, comme l'a expliqué Emmanuel. Et en parallèle, de façon alternative, complémentaire, des gens ont développé ces altmétriques qui visent à aller chercher dans les médias sociaux un intérêt supposé du grand public. Donc je vais essayer de vous parler de l'histoire, de la genèse de ces altmétriques pour comprendre où on en est maintenant. Donc on verra qu'il y a eu des prémices, des frémissements, des bouillonnements, et même actuellement, voilà, c'est l'explosion totale sur des plateformes comme Springer ou Wiley. On retrouve ces fameux altmétriques. Vous avez peut-être vu un donut coloré avec des chiffres dedans. C'est l'obsession de tout compter. Eh bien, c'est ça, les altmétriques, dont vous connaissez déjà un petit peu. Et je vais finir sur un cas concret, une recherche qui a été menée à l'Université de Toulouse 3, qui a été analysée par des collègues, dont Muriel Lefebvre qui est ici. Donc, je reprends son cas d'étude pour vous montrer à quoi concrètement s'intéresser aux altmétriques pourrait apporter une plus-value pour le labo, l'université, le chercheur. Et ça, à coût zéro. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est que oui, peut-être que c'est assez bruité, il faut distinguer le bon gré de l'ivraie, mais il y a quand même des choses à récupérer. Et voilà, j'essaierai de le montrer sur cet exemple-là, qui est assez parlant. Donc je commence par le contexte, mais il a été vraiment bien indiqué par Manuel. Il y a peut-être une chose que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'en tout des périodiques, des journaux scientifiques, il y en a à peu près 38 000 dans le monde. Et il n'y a que 20% de ces articles qui ont un impact factor. Voilà. Donc c'est quand même une distribution
très particulière, et on est en train de nous dire il faut publier dans les 20%. Okay, et que font les autres? Voilà. La recherche qui est publiée dans les autres revues est peut-être tout à fait valable. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors je vais essayer de montrer quelques limites du système de repérage des citations actuel, pour après vous amener les altmetrics comme une solution à ces mots, bien sûr. Donc je me mets dans la peau de ceux qui essaient d'évangéliser pour vous dire que les altmetrics c'est bien. C'est peut-être pas ce que je pense, mais j'essaie de faire ce travail-là. Donc ce qu'on peut remarquer dans cette plateforme privée payante que l'Université de Toulouse finance, le Web of Knowledge, Web of Science, c'est qu'on peut trouver des articles, alors que certains articles, hein, puisqu'on a vu que c'était que les 20% des articles dans les journaux, enfin que 20% des journaux, qui pendant très longtemps vont être peut-être lus mais pas cités du tout. Pourquoi? Pour plein de raisons. Mais on peut trouver des articles comme ça. Et tout d'un coup, il y a un boom qui se passe peut-être 10 ans plus tard. Donc on appelle ça des belles au bois dormant. C'est un article qui est resté en sommeil et tout d'un coup, il a été réveillé par un prince. Toute une mythologie dans la littérature de la scientométrie. Donc ça, c'est pour vous indiquer juste que le talon de la recherche fait que la citation n'arrive pas demain, quoi. Si je publie aujourd'hui, si mon article est écrit aujourd'hui, peut-être que dans 4 mois, j'aurai une réponse des reviewers. Peut-être que si elle est positive, j'aurai l'article vraiment accepté un mois plus tard. Puis il faudra 6 mois par la maison d'édition Wiley pour le mettre au format, etc. Des gens vont lire, il faut leur laisser du temps. Et plus tard, ils me citeront, même process. Donc peut-être qu'au bout de 2 ans, on va pouvoir commencer à mesurer les citations. Donc en parlant avec des gens qui essaient d'évaluer, par exemple chez les LabEx, utiliser Web of Science pour évaluer la recherche produite par des LabEx qui ont démarré il y a 2-3 ans, c'est peut-être discutable. L'audience. Bon, ce dont a parlé Manuel, je le représente par cette petite image, c'est-à-dire que c'est le scientifique qui parle au scientifique. On est entre nous, on se cite, mais ce qui peut nous intéresser à nous, chercheurs, c'est plutôt ça. Le fait de pouvoir s'adresser au grand public et surtout d'entendre le grand public qui dit « Ah, ta recherche, elle est pas mal, ça m'intéresse ». Vous voyez, tous ces gens-là, le grand public, et pas uniquement nos confrères. Les altmetrics, ça va être un peu cette idée-là. Ils vont aussi lutter contre la latence. Puisqu'en fait, le principe du altmetric, c'est que si l'article est publié aujourd'hui, il a un DOI, les gens vont pouvoir en parler, à la fois dans les médias sociaux, à la fois dans des journaux grand public. Et le principe du altmetric, c'est d'aller capter ces différentes mentions. Donc là, la latence est beaucoup, beaucoup plus fine. Au bout de 2 jours, si quelqu'un a mentionné mon article sur Twitter ou Facebook, je le saurai. Donc là, commencez à imaginer à quoi ça peut servir au niveau d'un labo, d'une institution. On peut vite se rendre compte que la recherche a été source d'intérêt pour des acteurs qui ne sont pas uniquement les chercheurs, là, en noir et blanc, mais le grand public. Ensuite, on a parlé des impact factors. Il y a eu quelques questions sur la pertinence. C'est un domaine de schizophrène, en fait, ce domaine des maisons d'édition. Parce que, par exemple, ici, dans Nature, il y a un éditorial qui dit, bon, attention, faites attention à l'impact factor, c'est pas toujours très bon. Et dans le même temps, elle affiche l'impact factor avec 3 décimales, comme c'était une mesure qu'on peut vraiment saisir avec un instrument très fiable. Bon. C'est discutable. Quelle est la pertinence vraiment de toutes ces mesures? Après, une autre chose que je veux rappeler, peut-être que ça a été dit, c'est que l'impact factor est une mesure de niveau journal. Dans un journal comme Nature, qui a 32 d'impact factor, il y a peut-être 300, 400 papiers publiés. Il y en a un qui va tout faire exploser, il est très cité, une super découverte, mais tous les autres, peut-être qu'ils ont 2-3 citations. Donc utiliser l'impact factor pour faire de l'évaluation individuelle au niveau des individus, des chercheurs, ça n'a pas de sens. C'est plutôt une évaluation pour classer des journaux par rapport à leur réception, mais ceci de façon assez globale. Voilà, bon là ça c'est le pire du pire qu'on puisse faire à mon avis, c'est essayer de prédire le succès scientifique à partir de mesures qui sont controversées, qui sont décriées, qui ne veulent rien dire. Voilà.
Donc Nature tout à l'heure nous disait faites attention à l'impact factor dans un édito, mais dans le même temps elle publie des articles sur prédire le succès scientifique des chercheurs. Donc c'est schizophrène. Est-ce que ça peut servir pour autant? Je ne sais pas trop. Peut-être que vous aurez envie de vous amuser à rentrer des valeurs là dans les petites boîtes qu'on voit à gauche. Donc ça c'est pour s'auto-analyser et essayer de prédire son futur. Voilà. Bon. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment important ce genre de choses? Je sais pas. Est-ce qu'on doit y dédier des articles entiers? On a vu les 2 références là, de Journal of Informatics par exemple. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Tout comme en informatique, dans mon domaine, il y a des gens qui essaient d'optimiser le nombre de clics sur des pubs. Je trouve que c'est un drôle de type de recherche. Alors, les altmetrics par rapport à tout ça, pour essayer de lutter contre la latence, contre l'entre-soi, etc., on va essayer d'incorporer les lecteurs dans la boucle. Dans quelle boucle? Celle de la production des savoirs et de l'échange. Donc, des prémices. Cet article-là, je l'avais vu il y a quelques temps et il m'a vraiment marqué puisque ce sont des gens qui, en 96, se disent « Bon, ok, l'évaluation par les pairs, c'est très bien, il faut qu'il y ait une validation des savoirs, mais pourquoi faire de l'entre-soi quand on pourrait aussi solliciter le grand public? Et peut-être que dans le grand public, il y a aussi des experts, pourquoi pas? Ils ne sont pas tous recrutés à la fac, les scientifiques. Il y en a qui travaillent le week-end chez eux pour découvrir la petite bête, vous savez, la science participative. Bon, c'est un peu dans cette idée-là qu'ils avaient proposé d'ouvrir le processus d'évaluation avec l'open peer review, dont on a entendu parler un petit peu avant. Donc déjà en 96, il y a cette idée-là qui commence à mûrir. En continuant, et c'est marrant parce que c'est des chercheurs en informatique, tous ces gens-là. Donc j'ai été un peu attiré, je pense, par ce type de démarche. Donc en 2003, un chercheur italien essaie de proposer un cadre d'évaluation d'articles scientifiques qui se baserait à la fois sur des lecteurs qui sont des peer reviewers comme d'habitude, mais aussi des lecteurs du grand public. Donc par exemple l'industriel expert dans le même sujet que moi, mais qui n'est pas rattaché à une fac et qui n'est peut-être pas reviewer, mais peut-être que ma recherche intéresse et il faudrait pouvoir l'écouter à lui aussi. Donc on progresse dans le temps, 96, 2003, ça c'était des prémices. Après on a trouvé des frémissements et une sorte d'infiltration auprès du grand public. Donc là on retrouve une des personnes qui ont signé le manifeste pour les altmetrics, qui s'appelle Dario Taraborelli, qui travaille sur plein de choses, il est très impliqué aussi dans Wikipédia par exemple. Et lui, assez tôt, dans une conférence qui s'est déroulée en France, il s'est dit, les articles, une fois qu'ils sont publiés, ils vont être téléchargés, ils vont être lus, il y aura des échanges. Il faudrait utiliser ces mesures-là d'usage, ces traces, pour essayer de restituer ceci à la fois à ceux qui ont écrit et puis aux autres personnes, pour essayer de valoriser les articles un peu plus que ce qui était fait jusqu'à présent. Puisque en 2008, imaginez une plateforme d'édition, c'est quoi? J'ai l'article, je peux cliquer dessus pour le voir en PDF, on était très contents, mais il n'y avait peut-être pas encore ces notions d'usage, de clic, de lecture, de nombre de lecteurs, d'échanges, etc. Donc c'était assez innovant à l'époque. Les bouillonnements maintenant. Alors bouillonnement parce que des gens, je pense, de mon point de vue, ont essayé de faire du business avec et ils ont réussi. Alors là, c'est la référence que Manuel nous a montré tout à l'heure, avec les altmetrics, un manifeste, donc des personnes qui se mettent autour de la table et disent qu'est-ce qu'on voudrait qualifier par altmetrics. Donc ça sera des valeurs toujours quantitatives, on reste dans le quantitatif, mais qui ne vont pas seulement montrer combien de citations un article reçoit d'autres scientifiques dans certains journaux publiés dans des endroits très particuliers. Non, ça sera beaucoup plus large. On va essayer d'estimer un usage. Le mot-clé, c'est usage. Aussi l'engouement quand l'usage est fort et une sorte de pénétration de ces articles scientifiques dans un contexte beaucoup plus large.
Donc il y a pas mal de gens qui en ce moment, de chercheurs en scientométrie, qui étudient ces altmétriques et qui se posent la question de leur valeur. Quelles sont les sources? Sur quoi ils se basent? Sur quoi se basent ces sociétés qui fournissent les petits donuts pour calculer l'usage des publications? En fait, ici, je vous ai mis plein de logos. Vous en connaissez sûrement la plupart. En fait, c'est sur tout ça. Des sources du web qui proviennent à la fois de Wikipédia. Quand Wikipédia rajoute une référence avec un DOI vers mon article, eh bien, ça fait augmenter mon score altmetrics. Alors qu'avant, avec Web of Science, on ne le verrait pas du tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, on en est au fait. Figshare, quelqu'un parlait, peut-être en haut, qu'il n'y a pas que les articles scientifiques qui transmettent de l'innovation. Il y a aussi, par exemple, des jeux de données. Actuellement, sur Figshare, on peut poster un jeu de données qui sera réutilisé dans des articles scientifiques, qui vont citer avec, en fin d'article, le DOI vers le jeu de données. Et bien ça aussi, ça compte dans les altmetrics de cette source de données. Donc il n'y a pas que les articles, il y a aussi des figures, par exemple, des résultats, un grand instrument qui fait une figure, c'est publié dans Figshare, on va pouvoir compter tout ça. Et plein d'autres ressources ici. Twitter, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de scientifiques qui communiquent entre eux et aussi vers le grand public via Twitter. Il y a par exemple un compte qui s'appelle En direct du labo, où chaque semaine, un scientifique prend les rênes du compte et dit en quelque sorte, demandez-moi ce qui vous passe par la tête. Je suis là pour discuter avec vous, qui que vous soyez, on va échanger. Et parfois, il se peut qu'il cite une référence, et tout ça, il faut pouvoir le prendre en compte. C'est ce que font les altmetrics. Donc, la question d'après, une fois qu'on sait à partir d'où on va pouvoir trouver les traces de l'usage, c'est où est-ce qu'on va consulter ces altmetrics. Donc là, j'en ai pris que 4, et à vrai dire, je m'y perds un peu parce que ça change vite. En effet, par exemple, Altmetric ou Impact Story ont été au début des startups. Donc, elles avaient des produits d'appel avec des essais gratuits. Donc, on avait l'impression que, oui, en effet, on pouvait en bénéficier, c'était à usage non commercial. Mais tout ça, c'est en train de changer. Donc là, je ne suis même pas sûr de la véracité de ce que je vous annonce ici. Au niveau de commercial, non commercial, c'est un peu difficile. En gros, PLOS, si on publie un article dans PLOS, dans l'année, ça sera 1 parmi 38 000. Je crois que c'est ça, 30 000 à peu près articles. Ce n'est pas du tout la petite revue qui fait 300 papiers par an. Il faut bien se souvenir de ça. PLOS, c'est chaque article qui est envoyé va être accepté sur la base du caractère innovant, et tout le monde envoie de l'innovation dans son propre domaine. Il n'y a pas un filtre sur le scope, on va dire, sur la couverture. Ça explique pourquoi il y a plus de 30 000 papiers là-dedans. Donc en effet, quand on a un article accepté dans PLOS, on signe un petit chèque à PLOS. Et du coup, il nous offre des altmetrics, c'est très bien. Donc ça, c'est la ligne qui concerne les éditeurs. Donc des éditeurs sont emparés des altmetrics, des sociétés aussi, comme Altmetrics, j'en parlerai beaucoup plus après, Impact Story ou Plum Analytics. Donc ils fournissent des services. Alors, je fais un focus sur altmetric.com, qui est une société basée en Angleterre, qui va décorer les pages web des éditeurs partenaires avec ce type de résultats qui explique ce que vaut cet article en termes de altmetrics. Donc en fait, quand on va sur le site web, on a ce type d'explication. Je ne voulais pas faire de publicité, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, ils nous disent que c'est très simple. Si toi-même tu veux calculer des altmetrics sur des papiers, tu télécharges un petit composant logiciel dans ton navigateur. C'est ce que je voulais faire sur mon ordi, tant pis. Et où que tu sois, sur n'importe quelle plateforme, dès qu'il y a un DOI dans la page web, je vais le capter, je fais mon petit calcul et je te montre ce que ça donne. Voilà. Et ça, c'est à coût zéro. C'est un peu le produit d'appel. Donc chacun va pouvoir calculer des altmetrics. Pas forcément que sur ces articles, il peut calculer sur d'autres articles.
Là où c'est intéressant, à mon avis, c'est au niveau d'un laboratoire ou d'une unité de recherche qui a envie de connaître quels sont les retours de la part du public. Il peut très bien, une personne, une documentaliste par exemple, ou un chercheur du laboratoire peut très bien utiliser cet outil gratuit pour essayer de détecter les différentes mentions au sein du grand public. Donc, Altmetric offre ça comme produit d'appel, et puis après, il dit, si tu es une institution, que tu veux avoir un tableau de bord avec tous tes articles publiés et les donuts pour chaque article, c'est très simple, tu me fais un petit chèque et moi j'organise ça pour toi. Voilà. Il y a un intermédiaire entre les deux. Si tu es dans une bibliothèque universitaire, par exemple, je te fais un essai gratuit. Donc, tu m'écris et je vais te faire le tableau de bord, tu pourras le tester et si ça te plaît, tu vas négocier avec ton président d'université pour me faire un petit chèque. Donc, vous pouvez, si vous êtes documentaliste, par exemple, demander un accès. Mais à titre individuel, on peut très bien, article par article, demander ce petit donut et même demander à ce qu'on soit notifié par mail des évolutions. Voilà. Donc quelqu'un qui serait intéressé par ce genre de produit peut le faire à coût zéro. .com, ils prônent la transparence. Ils vous expliquent qu'ils vont aller repérer des indices d'usage dans plein de plateformes, le plus possible. C'est leur objectif, donc elles sont toutes là. Et ils ont pensé à mettre une couleur pour chacune des plateformes. Et cette couleur va composer le joli petit donut qui va s'éclairer au fur et à mesure que l'article scientifique arrive dans une de ces sphères-là. Donc par exemple le jaune, blog, ok, il y a 2 blogs qui citent. Le score ici, il dépend d'une pondération. Donc c'est eux qui ont décidé de mettre ces poids-là et on ne peut pas intervenir sur le calcul. Mais en tout cas, ils ouvrent la boîte et c'est en boîte blanche. Si tu consultes les scores, ça correspond à ça. Ce qui est pas mal avec ce système, c'est qu'ensuite on va pouvoir aller voir le détail. C'est-à-dire, ok, il y a 2 blogs qui citent mon article, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent. Donc là, gratuitement, toujours, on peut aller dans le détail et aller sur les blogs, aller lire et interagir du coup avec la personne qui a fait référence à mon article. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que le lien entre science et société peut un petit peu se faire. Donc, idem avec par exemple Twitter. Et là par exemple des news outlets, ça serait par exemple la Dépêche du Midi qui cite mon papier, peut-être en disant du mal ou du bien, je ne sais pas, mais au moins je peux être au courant de ça. Alors que jusqu'à présent, si je prends mon équipe de recherche et que je demande même au plus fort d'entre eux, est-ce que ton article a été cité dans un journal national? Ils vont me dire, mais j'en sais rien, comment tu veux que je sache? Mais avec ce système-là, on peut savoir maintenant. Et c'est vrai que souvent, on nous demande quel est l'impact sociétal de nos recherches. Peut-être que ça, c'est un moyen d'aller détecter des personnes qui parlent de notre recherche. Pas forcément dans les lieux habituels de publication. Ça, on peut le faire avec le WOS, avec Google Scholar, en prenant des précautions. Mais là, ça va plus loin, puisque ça prend en compte d'autres types de médias, tout simplement. Alors, bouillonnement, pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'initiative de altmetric.com ont réussi à convaincre les maisons d'édition de leur faire un petit chèque. Ils sont très forts. Par exemple, chez Wiley, ici, je peux voir en un clic, sans même utiliser le petit composant dans le navigateur, je vois en un clic que des gens ont tweeté l'article, ils en ont parlé dans des blogs. Donc ça, c'est plutôt la catégorie grand public ici. Et là, ça rejoint le monde scientifique avec Mendeley, Site You Like, donc des plateformes académiques où les gens ont dit « Ah, cet article est pas mal, je mets un bookmark pour plus tard ». Donc on peut voir les deux aspects ici. Accéder à plus de détails, souscrire aux notifications, tout ça c'est possible parce que Wiley a signé un partenariat avec altmetric.com. Les autres aussi en fait. Nature a signé pareil un petit accord. Donc on peut voir à la fois combien il y a de citations dans Web of Science. Là c'est un très bon exemple pour moi, pour mon exposé, puisque sur Web of Science je trouve 0. Ça veut dire que à la personne qui me demande mais est-ce que ta recherche a eu de l'impact? Si je prends Web of Science, je vais dire bon non, j'y suis pas.
Mais si je prends ici des mesures un peu plus larges, je vais pouvoir dire, bon ok, personne ne m'a cité, mais c'est normal. L'article, il a été publié en octobre. Comment tu veux que les gens me citent? Par contre, il y a plein de gens qui ont tweeté, peut-être en mal, en bien, je ne sais pas, mais au moins, ça n'a pas laissé indifférent. Il y en a qui m'ont mentionné, t'imagines, il y a des gens du grand public qui utilisent Twitter pour parler de nos recherches, c'est vachement bien. Voilà, on peut avoir des échanges comme ça. Et Springer aussi qui fait des sortes de stats. Alors vous voyez, c'est des stats partout, le chiffre est roi, qu'il veuille dire quelque chose ou pas. Par exemple ici, ça c'est un peu effrayant, le nombre de jours entre la soumission et la première décision. Donc voilà, ça devient une course. Eh oui, il faut réduire les temps pour attirer les chercheurs, pour qu'ils viennent, parce que c'est une revue qui va vite te donner une réponse. Il y a même des sites web qui se créent là-dessus, SciRev, je crois qu'il s'appelle, qui va faire un classement des journaux, non pas par impact et tout ça, mais par qualité des réponses, dans le sens où la réponse la plus rapide est la mieux. Voilà. Donc en gros, les chercheurs mettent sur ce site des exemples de reviews qu'on reçoit et disent en combien de jours ils ont reçu ces reviews. Après, il y a une notation avec des petites étoiles. Voilà, donc plein de stats ici. À mon avis, il faut en prendre et en laisser. Mais ça existe et il faut connaître ce genre de choses, je pense. Alors maintenant que vous savez tout sur les altmetrics ou presque, au moins autant que moi, peut-être que je ne sais pas tout. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au cas concret? Non? Cas concret. Vous dites, ok, altmetrics ça a l'air bien, mais ça a l'air quand même assez marketeux. Je ne suis pas sûr de vouloir aller là-dedans, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais vous montrer un exemple significatif de l'Université de Toulouse où les chercheurs ont pu comprendre que leur article intéressait le grand public et ont pu aller vers ce grand public pour dialoguer éventuellement. Ah, ben c'est là. Tac. Alors voici cet article de PLOS ONE, donc toujours la revue où on peut publier jusqu'à 30 000 articles par an, par des chercheurs de l'Université de Toulouse qui doivent être à peu près à 400 mètres d'ici. Ces chercheurs-là, ils se sont intéressés à un fait scientifique vraiment surprenant, inédit. Dans la rivière du Tarn, il y a des poissons qui s'appellent des silures qui se mettent à manger des pigeons. C'est pas naturel, c'est bizarre. Donc en fait, à la base, c'est des pêcheurs qui ont signalé ce comportement étrange de la part des poissons. Les scientifiques, eux, ils ont fait une étude. Donc là, je parle sous le contrôle de Muriel, là, qui a écrit un article pour disséquer cette publication et l'impact qu'elle a eu sur le grand public. Donc les chercheurs ont dit, bon ok, c'est pas mal, on va analyser ça. On fait un article de recherche, mais de notre point de vue, il ne vaut pas grand-chose, en gros. Par contre, ils ont été surpris parce que les gens en ont parlé. Et les gens se sont mis même à tweeter la vidéo, à échanger cette vidéo, à échanger le papier, à mentionner le DOI dans des blogs. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo qui est publiée avec le papier. Donc on voit bien le silure qui parfois arrive à attraper le pigeon, parfois pas. Voilà, ça, c'était la découverte inédite publiée dans cet article. Alors, Muriel me racontait qu'ils ont été sollicités, elle et son équipe, parce que les chercheurs se sont mis à avoir des coups de fil de la presse locale, de pas mal de monde, et ils voulaient interviewer les chercheurs. Et ces chercheurs ont dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Cet article, il est plutôt banal, ils n'ont pas trop compris. Et du coup, c'est là que sont intervenus les experts de l'Université de Toulouse en communication scientifique et technique pour comprendre les ressorts, les ficelles qu'il y a derrière. Donc moi, je prends juste cet article-là pour vous montrer que avec un système classique type Web of Science, quand je lui demande est-ce que cet article a un impact, il me dit il n'a pas été cité. Bon, c'est peut-être un peu normal puisque c'est juin 2013 alors que l'article est publié en décembre 2012. Donc toutes mes captures d'écran, volontairement, elles sont faites à 6-7 mois après la publication. Actuellement, en 2015, il y a 8 citations. 8 citations par rapport à ce champ disciplinaire, c'est peanuts.
C'est rien. C'est pas quelque chose, on va être fier sur le rapport du labo, etc., etc. Vous me suivez? Par contre, quand on va sur la plateforme PLOS, qu'on regarde les altmétriques qui sont incorporées dans cette plateforme, ben, on peut facilement argumenter qu'il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui l'ont bookmarké, qui l'ont partagé, il y a des gens qui l'ont téléchargé. Bon, ok, il y a peu de monde qui l'a cité de façon formelle au sens de la citation scientifique entre scientifiques, mais il y a des gens qui en parlent. Et donc ça a eu un impact, peut-être pas sur le cadre scientifique, le domaine scientifique, mais sur la société quelque part. Quand on regarde ce que ça donne au niveau de la plateforme Altmétrique, et là je vous mets des copies d'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, mais on peut aller voir ce que disent les gens de cet article-là. Donc en termes de tweets, donc qui sont des tout petits messages, il y a 140 caractères. Les gens racontent ce qu'ils veulent à propos de l'article et ils arrivent à rajouter le DOI pour que les personnes qui vont lire ce message puissent aller voir la publi. Ça, c'est quand même un impact, je trouve. Ils jugent la publication intéressante pour les autres qui sont abonnés à leur compte. Alors, il y a tout un tas de statistiques un peu partout. Alors, il y a toujours l'obsession du classement. Il est dans le top 5% de tout ce qui a été repéré par altmetric.com. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre que quand même. Là, ici, voilà, il est même dans le top 1%. Après, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que sur altmetric.com, il y a des regroupements par revue. Donc, altmetric.com repère que c'est publié dans PLOS ONE. Il va vous faire des stats relatives à PLOS ONE. Donc, par rapport aux autres articles du même âge dans la même revue, il se situe comme ça en termes d'engouement. Il y a une cartographie. On peut voir aussi quel type de public a été intéressé. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment ils arrivent à déduire que mon compte Twitter, qui est plutôt peut-être anonyme, avec un pseudo, est le compte d'un membre du public, alors que derrière, c'est un scientifique. Enfin bon, ça, j'ai pas trouvé de détails là-dessus. Ça serait peut-être à creuser. C'était altmetric.com. Impact Story, c'est un peu la même idée. Alors, derrière Impact Story, ce qu'ils sont en train de vendre actuellement, c'est la génération automatique de CV pour un chercheur. Par exemple, je m'abonne à ce site-là, je signe un petit chèque, je donne mon nom, mon prénom, éventuellement je donne la liste de mes publis, mais lui il est fort, il va me les trouver sinon. Et ce qui va me sortir, c'est un CV là que je n'ai pas pu représenter ici. Mais en gros, pour chaque référence, il va rajouter des badges avec highly recommended, highly saved, enfin des choses, des badges qui montrent que cette recherche-là a eu un impact fort sur le grand public, par exemple. Donc actuellement, en suivant ce qui se dit sur Twitter entre scientifiques, avec un direct du labo, etc., ce que les gens haut placés pensent de ce genre de choses, et je l'ai lu encore hier, c'est s'il y en a un qui me sort un CV avec des altmétriques dessus, c'est sûr je le bâche. Donc, ça se dit en off, mais je pense qu'on pourrait poser la question. Manuel fait oui. Donc c'est pas quelque chose quand même qui est très qui est devenu mainstream. Hein. C'est certains scientifiques commencent à utiliser ce genre de choses. Et c'est peut-être pas recommandé pour l'instant, parce qu'il y a plein de limites, ce qu'on verra à la fin de l'exposé. Donc ici c'est juste pour vous montrer que sur ce papier de PLOS ONE, des gens ont réagi, comme par exemple le blog de Passeurs de Sciences. Ça, Altmetrics va le capturer. La dépêche du midi aussi, un jour plus tard, alors qu'ils sont plus proches de nous, mais c'est pas grave. Lepoint.fr, voilà. Si je suis un chercheur tout seul dans mon labo, j'écris un papier, je lis pas la presse, je réponds pas au téléphone, je sais jamais que mon papier a fait l'objet d'un intérêt. Avec ce système de donuts, bon, il y a des points négatifs, mais les points positifs, c'est que je vais pouvoir détecter ce genre de choses. Je vais pouvoir capter des signaux faibles que je vais pouvoir analyser par la suite pour peut-être rentrer en contact avec ces gens qui parlent de ma recherche et rentrer en contact pour collaborer éventuellement. Voilà, donc là je vais essayer de conclure sur tout ça. Donc les altmetrics, qu'est-ce que c'est? Donc d'après moi, c'est quelque chose qui permet d'estimer l'engouement
du grand public, c'est-à-dire via les médias sociaux et via la presse grand public par rapport à une recherche. Le point clé, c'est le DOI, Document Object Identifier. C'est l'identifiant qu'il y a sur les papiers, qui est utilisé sur ces plateformes, qui permet de faire le lien. Et c'est la seule chose qui est captée à l'heure actuelle par ces plateformes. Si on cite un papier avec la référence in extenso, sans le DOI, ça ne sera pas du tout capté. Donc, note pour plus tard à ceux qui sont interviewés par passeurs de sciences, donnez votre DOI. Ou pas, selon que vous adhériez ou pas. Donc le contraste à retenir par rapport à l'analyse bibliométrique traditionnelle, c'est que les altmetrics vont permettre de se rendre compte plus rapidement d'un intérêt, que l'intérêt viendra non pas des scientifiques eux-mêmes uniquement, mais aussi du grand public. Et on va pouvoir mesurer l'intérêt pour différents types de publications, comme les articles scientifiques ou des jeux de données ou même des figures. Donc c'est un essor qui est assez conjoncturel aux médias sociaux. Plus les médias sociaux vont être utilisés, plus, à mon avis, les altmetrics vont prendre de l'ampleur. En ayant des scientifiques sur Twitter, en évangélisant un peu quelque part, au niveau du CNRS, il y a certaines personnes qui essayent d'évangéliser les unités de recherche en leur disant « crée un compte Twitter, essaie de communiquer tes recherches, fais parler tes chercheurs ». Par exemple, le compte en direct du labo, il est retweeté par le compte de l'institut, des différents instituts au niveau du CNRS. Bon, ça commence à rentrer dans les mœurs. L'utilité, je la vois à plusieurs endroits. Donc, pour le chercheur lui-même, essayer de capter ces signaux faibles. Des documentalistes qui seraient mandatés pour essayer d'identifier l'impact sociétal des recherches de notre université. À mon avis, ça peut leur être utile également. Et il en est de même pour les services de valorisation. Donc ce sont des indicateurs alternatifs. On ne va pas remplacer le reste. Ça serait complémentaire. Les précautions. Alors les grosses limites. Attention, ça reste quantitatif, c'est un nombre. C'est comme le nombre de citations. Tout le monde a pu dire l'article de Cabanac, là, il vaut rien. Ok, j'ai 45 citations, mais mon article, il vaut rien. Donc là, c'est pareil. Les gens sur Twitter, ils peuvent dire regardez cette horreur-là. Il faut faire attention, du coup, ça peut être intéressant de mêler le quantitatif et le qualitatif. Ok, il y a une bonne réception, mais qu'en disent les gens? C'est très sensible à la pollution. L'autre jour, j'en parlais à mon directeur de labo. Il me dit, ah ben c'est simple, on prend... Non, c'est pas vrai. On prend un étudiant de master, il va nous créer un bot, un petit logiciel robot qui va tweeter sur nos publis. Je dis, non, c'est pas bien ça. Mais ça peut exister. Pardon. Donc la triche, elle est peut-être assez compliquée, mais elle est toujours possible. Et un dernier point, la visibilité est quand même différente de la portée scientifique. On l'a bien vu avec les silures, les chercheurs eux-mêmes estiment que c'est un article marginal, alors que si on en croit les altmetrics, c'est quelque chose de super dans cette revue-là, PLOS ONE, c'est un des fleurons. Bon, c'est à relativiser. Un dernier point, pour illustrer la sensibilité à la pollution, et là c'est lié à Google Scholar dont on a parlé précédemment, regardez cette page de Albert Einstein qui a publié en 2012 un article. Voilà, vous avez tout compris. Alors si le sujet vous intéresse, le fait de tricher et de faire croire à Google Scholar que des publications existent alors qu'elles n'existent pas, parce que là, quelqu'un a fait avec Albert Einstein, j'imagine qu'il y en a d'autres qui font avec leur propre nom. Allez regarder cet article-là de Cyril Labbé, qui est encore un informaticien à Grenoble, qui lui a fait quelque chose de fantastique. Il a dénoncé le fait que Google Scholar, en fait, il va suivre une sorte il va dérouler une pelote de laine, quoi. L'idée, c'est qu'il a créé un scientifique qui n'existe pas, I Can't Care. Donc si on le lit en anglais, ça a vraiment un sens. Il a créé des fausses publis, il a généré plein de publis, vous voyez, une centaine. Il y a une seule vraie publication qui était indexée dans son Google Scholar qui va citer une des publications de cette pelote-là qui s'autocite. Donc des faux papiers qui s'autocitent, il y a plein de citations partout. Google Scholar, son algorithme, est rentré dans cette pelote-là, a analysé tous ces papiers,
Et du coup, iCanCare, pendant un certain nombre de mois, le temps que les gens de Google Scholar s'en rendent compte, était encore plus cité que Einstein. Voilà. Je finis sur ces mots d'espoir. Non, ça c'est des mots d'espoir. Il y a des personnes que je vénère qui écrivent sur les dérives de l'évaluation de la recherche. Il y a des personnes qu'on peut vénérer de l'Académie des sciences qui disent attention à toutes vos mesures là, il faut prendre des pincettes, en particulier relativement à l'évaluation individuelle des chercheurs. Okay, ce n'est pas une chasse aux sorcières. On peut utiliser la bibliométrie, la scientométrie pour analyser des fronts de recherche, des courants scientifiques, des percées, des découvertes, mais descendre au niveau de la productivité de chacun pour vous classer ici dans l'amphi avec les plus produisants et les moins produisants, ce n'est pas l'objet. Voilà. Et merci.